Bonjour. Alors, comme mes vidéos diffusent énormément sur Internet, je me représente pour ceux qui ne me connaissent pas. Denis Agré, je suis médecin, 15 ans d'urgence, santé publique, 3 ans dans la Fondation Partage et Vie, où j'ai vu des chiffres de mortalité rassurants en novembre 2020, mais on m'a interdit d'en parler. Donc j'en parle publiquement depuis décembre 2020. Donc là, je vais vous présenter les 2 derniers rapports de l'Agence nationale de sécurité du médicament, qui est un site du gouvernement français, pour ceux qui ne le sachent pas, qui référence les effets indésirables graves et les effets indésirables en général du médicament. Et là, depuis le Covid, ils ont publié des rapports ANSM pour les vaccins pour les populations adultes. Et là, il y a 2 rapports. Le premier rapport, j'avais déjà fait une vidéo qui a été censurée quelques heures après parce que j'avais sans doute dit une erreur dans laquelle je vais m'expliquer et pour lequel l'AFP m'a fait un glorieux article, vous verrez. Et donc dans cette première vidéo, je souhaitais et j'espérais que notamment nos députés se saisissent de l'affaire et demandent la suspension des vaccins, quelle que soit leur marque, ce que notamment par exemple Martine Vonner, médecin et député, relaye depuis des mois avec moi, pour qu'on fasse jouer le principe de précaution. Donc je vous montre les rapports de l'ANSM sur les femmes enceintes. Donc, Dr Denis Agré, j'ai intitulé ça « Droit de réponse à l'article de l'AFP France ». Donc l'AFP, c'est l'agence France Presse qui nourrit tous les grands médias qu'on appelle mainstream maintenant. Voilà, donc ça a été publié le mardi 1er juin à 17h15 par un monsieur qui s'appelle Rémi Banet. Et ils avaient intitulé « Non, 50% des femmes enceintes vaccinées avec Pfizer n'ont pas fait une fausse couche ». Donc là, vous avez le lien vers factuelafp.com, non 50% des femmes enceintes vaccinées. Donc il faut savoir que l'AFP, c'est quand même pas du tout un organisme non lucratif, puisque je crois, sans dire d'erreur, que en 2020, ils ont fait un bénéfice de 9 millions d'euros. Ce qui est loin d'être mon cas, puisque bien sûr je suis un médecin intègre et non affilié ou rémunéré par des laboratoires. Donc on va dire que je n'ai pas de conflit d'intérêts. Voilà. Donc ça c'est un document Word qu'on fera en PDF et qu'on mettra sur Facebook s'il ne nous le bloque pas. Et on est en train de travailler pour les mettre sur des sites internet aussi, mais ça prend du temps. Donc je vous mets, vous trouverez en bas de page le premier rapport ANSM sur les femmes enceintes vaccinées. Rapport numéro 1 du 27-12 au 14 juin, au 14 mai. ANSMsanté.fr, point de surveillance sur la surveillance des vaccins contre la Covid, période du 7 mai au 13 mai. Donc il faut, je vous le montre en direct, il faut faire un petit contrôle plus. Cliquez sur le lien, vous allez sur cette page de l'Agence nationale de sécurité du médicament et vous descendez tout en bas de la page et c'est ce document PDF qu'il faut télécharger sur votre ordinateur. Voilà. Premier rapport, ok? Donc je vous le montre parce que comme ça vous avez le lien direct. Parce que c'est pas toujours aussi simple de savoir comment y accéder. Donc ça vous permet de voir que je n'invente rien. Enquête de pharmacovigilance sur les effets indésirables des vaccins Covid-19 chez les femmes enceintes et allaitantes. Et après, vous trouverez en bas de page le deuxième rapport ANSM du 27-12 au 15 juin. D'accord? Là, on est 26 juin. Vous voyez, entre le 13 mai, le 14 mai et le 15 juin, il y a un mois qui s'est écoulé quand même. Et là, je vous remets le clic, comme ça vous voyez que je vous invente rien. Hop, ça n'a pas marché. Voilà, donc on atterrit sur la page de l'ANSM du 10 juin. Et là, pareil, il faut descendre tout en bas de la page. Il y a que cette semaine-là, que le rapport sur les femmes enceintes. Vous cliquez là, 18 juin. Et là, il vous ouvre le PDF, rapport numéro 2. Donc, quand c'est ouvert, en fait, après, c'est un point... C'est sur votre disque dur, du coup, vous ne pouvez pas envoyer le lien direct.
Donc on revient à ma synthèse. J'ai fait des copies d'écran pour vous. Premier rapport ANSM sur les femmes enceintes. Donc ce que je dis à l'AFP, dans ma vidéo que vous citez qui a été censurée, j'ai effectivement et par erreur dit que 50% des femmes enceintes vaccinées avec Pfizer faisaient des fausses couches. Donc effectivement, je m'en excuse. Ceci vient du fait que le rapport ANSM est absolument très mal rédigé. La phrase suivante m'a largement induit en erreur, et comme je l'ai fait en direct, ça s'appelle les aléas du direct. Il y a écrit sur la ANSM 14, soit 50% étaient des fausses couches. Voilà. 14, soit 50% étaient des fausses couches. Vous voyez, c'est très très bien rédigé. J'ai lu cela en direct, c'est l'aléa du direct. Or, dans aucun des deux rapports que je viens de citer, n'est stipulé le nombre de femmes enceintes vaccinées, injectées dans notre pays en France. Il est donc impossible d'établir un quelconque ratio du nombre de fausses couches par femme enceinte vaccinée ou également pour les ratios de morts in utero par femme enceinte vaccinée. Il est évident que si des femmes se sont fait injecter sans qu'aucun test de grossesse n'ait été effectué au préalable, peut-être que des milliers de femmes enceintes encourent des risques, notamment de fausses couches, liés aux effets indésirables, sans que vous les ayez préalablement totalement informés des risques encourus. Effectivement, on ne peut calculer l'incidence des fausses couches spontanées en l'absence du dénominateur, vous en conviendrez. Ce qui est stupéfiant, c'est de voir sur le site de l'ANSM des messages mettant en garde les femmes enceintes sur les risques des médicaments. D'accord ? Les risques des médicaments. De voir aussi sur des boîtes de vaccins ici, Priorix, vous allez voir l'image, qu'il ne faut pas les utiliser chez les femmes enceintes. Ce qui a toujours été le cas chez les femmes enceintes, on leur disait de ne pas se faire vacciner quand elles étaient enceintes. Et de l'autre côté, des sages-femmes et des gynécologues aujourd'hui qui incitaient, j'ai dû faire une faute de frappe, excusez-moi, je ne suis pas très fort, inciter les femmes enceintes à se faire vacciner avec les vaccins Covid. Donc regardez, ça c'est la ANSM en ce moment, c'est une copie d'écran, il y a écrit « Enceinte, les médicaments, c'est pas n'importe comment ». Et là il y a écrit « Adoptez les bons réflexes, médicamentgrossesse.fr ». À noter, ça c'est ce qu'il y a écrit dans les rapports de santé de l'ANSM, à noter qu'à ce jour, aucune donnée comparative n'est disponible concernant la sécurité des vaccins chez la femme enceinte. Alors bien sûr, pour quelle raison il n'y a pas de données sur la sécurité des vaccins chez les femmes enceintes? C'est que jusqu'à maintenant, vous voyez sur une boîte de Priorix, donc Priorix c'est le vaccin pour rougeole, oreillon, rubéole, il y a écrit Priorix plus grossesse égale interdit. Ne pas utiliser chez la femme enceinte. La grossesse doit être évitée pendant le mois suivant la vaccination. Donc ça veut dire que même après vaccination, ils vous disent d'attendre 1 mois avant de tomber enceinte. Voilà. Mais là, les vaccins Covid, on peut y aller largue à manu. C'est quand même assez étonnant et très contradictoire dans les messages de communication étant censés protéger les êtres humains et en particulier les femmes enceintes et les bébés. Donc le premier rapport ANSM sur les femmes enceintes vaccinées mentionne les points suivants. Que vous ne relayez nullement dans votre article du 1er juin sur l'AFP. Puisque à la fin, il s'arrête et il ne parle pas des effets indésirables graves. Donc on y va. Ça c'est le premier rapport. 39 notifications d'effets indésirables, grossesse ont été enregistrées. Ce qui entre guillemets c'est issu des rapports ANSM. Données générales des cas grossesse. On ne sait pas ce que c'est un cas grossesse. On va dire que c'est des... je ne sais pas. Il faudra qu'on m'explique la définition. Nombre de cas graves, il y en a 30. D'accord, dans le premier rapport. Nombre de cas grossesse par vaccin, 28 chez Pfizer, 10 chez AstraZeneca, 2 chez Moderna. Pour Pfizer, on note plusieurs cas graves. 14 fausses couches du premier trimestre. D'accord ? Il est bien évident que s'il y a des femmes qui ont été vaccinées, mais je pense notamment à tous les soignants, toutes les femmes, puisque vous savez qu'il y a 75%
de femmes dans les personnes injectées, quasiment. S'il y a des aides-soignantes, des infirmières qui étaient enceintes du premier mois ou du deuxième mois et qu'on les a vaccinées alors qu'elles ne savaient même pas qu'elles étaient enceintes au premier mois, et ben peut-être qu'elles ont fait une fausse couche après avoir été vaccinées et elles se sont dit oh j'ai fait une fausse couche, c'est normal, c'est la vie, oh là là. Mais du coup on est incapable de savoir combien il y a eu réellement de fausses couches parce que peut-être il y en a eu beaucoup plus que 14. C'est une question. Peut-être que toutes les femmes qui ont eu des fausses couches après vaccination pourront aller les mentionner dans le site de l'ANSM qui permet de déclarer les effets indésirables. Donc on a eu une interruption de grossesse le jour de la vaccination, je vous en avais déjà parlé, avec thrombose du cordon ombilical, d'accord ? Le cordon il est bouché le jour de la vaccination, ayant très probablement entraîné une hypoxie, donc ça veut dire qu'il manque de l'oxygène, et par conséquent des troubles du rythme cardiaque fœtal, ayant nécessité un accouchement en urgence, ce qui n'est pas détaillé dans le rapport. Donc là, vous avez la copie d'écran, pathologie 1 cas, femme de 40 ans, accouchement déclenché prématurément à 35 semaines d'aménorrhée, par trouble du rythme cardiaque fœtal, possible thrombose du cordon ombilical. Ok ? Donc ça, c'est un cas grave avec Pfizer. Après, on a une malformation avec angulation rachidienne, diagnostiquée 6 semaines après la dose 1 et 2 semaines après la dose 2. Cette malformation ayant abouti à la mort in utero du fœtus et par conséquent une interruption de grossesse datée aux environs du jour de la vaccination. Tiens, on va corriger. Donc là, vous avez la copie d'écran. C'est stipulé autrement. On vous dit qu'elle a pris aussi du clomifène et surtout on vous dit qu'elle n'a pas d'antécédent, cette femme de 30-35 ans. D'accord ? Angulation rachidienne. Voilà. Datée aux environs du jour de la deuxième dose, 10 semaines d'aménorrhée, puisque ils ont fait le diagnostic à 12 semaines, mais sans doute la croissance du fœtus n'avait pas dû évoluer entre 10 et 12 semaines. Alors je vous ai mis un petit lien sur le clomifène, puisqu'on nous parle du clomifène, est un médicament contre la stérilité capable d'accroître le nombre d'ovules libérés pour une possible fécondation. Et je suis allé dans la base de données publiques médicaments.gouv.fr. Il n'est pas mentionné que ce médicament puisse donner des malformations sur la base de données publiques des médicaments. D'accord ? Donc, quid de la malformation chez cette maman de 30-35 ans, 6 semaines après la première dose. Après, une embolie pulmonaire bilatérale grave survenue, je crois que c'est 13 jours, j'ai oublié. Après la première dose, chez une femme de 30-35 ans, sans antécédent ni fumeuse et aucun facteur de thrombophilie retrouvé. Donc là, vous avez la copie d'écran, vous pourrez aller lire embolie pulmonaire bilatérale, donc c'est gravissime, hein, avec un diamètre du tronc artériel pulmonaire mesurant 3,32 mm, donc ça veut dire 3,2 cm. Je ne sais pas si vous imaginez la taille de 3 cm. Hein. C'est quasiment 2 touches du clavier. Là. Pas tout à fait. Et on vous dit qu'il n'y a pas de facteur de risque de thrombophilie. Après, on passe à AstraZeneca. 6 fausses couches spontanées, répertoriées. Là, il y a un cas grave. Femme 30-35 ans, thrombose veineuse fibulaire avec un thrombus de 10 cm. D'accord ? Un mois après la vaccination. Alors, on nous dit que elle a des facteurs de risque, obésité, diabète. Après, Moderna. On note un cas de mort intra-utérine 2 semaines après la première dose, alors que les 2 échographies à 12 et 22 semaines d'aménorrhée étaient normales. En gros, à 3 mois et à 5 mois de grossesse, on a une échographie normale. Et 2 semaines après la première dose, on a un bébé qui est mort dans l'utérus de la maman. Je marque, le décès de cet enfant survient donc chez une femme de 25-30 ans sans antécédent. Et le rapport stipule de multiples infarctus placentaires. Vous avez la copie d'écran ici. Un cas de mort intra-utérine avec multiples
infarctus multiple du placenta chez une femme de 25-30 ans. Sans antécédent particulier. G1, échographie normale. Donc ça, c'était qu'elle a eu une seule grossesse. Échographie normale 12-22 semaines. D1 Moderna à 24 semaines. 7 jours plus tard, diminution des mouvements fœtaux. Consultation J8. Contrôle Doppler. Battement cardiaque fœtal 150. J14, patiente signale l'absence de reprise des mouvements fœtaux. Échographie. Mort in utero. Voilà. Là, je vous montre le deuxième rapport de l'ANSM sur les femmes enceintes. Je vous ai montré le lien tout à l'heure. Donc, on a le nombre de cas grossesse, 74, je ne sais toujours pas ce que ça veut dire. Nombre de cas graves, 46. Bon, on passe sur les pourcentages. Là, je ne sais pas ce que ça veut dire. On ne nous explique même pas ce que c'est. La seule chose que je peux y trouver, c'est l'augmentation du nombre de cas graves par rapport au dernier rapport. Si on fait 17 sur 46, on voit que le nombre de cas graves a augmenté de 37%. Et là, on nous met un pourcentage inverse. Je ne sais pas pourquoi. Il y avait 30 cas graves dans le rapport numéro 1, 46 dans le numéro 2, soit plus 16, alors qu'il est noté 17. Bon, ça c'est juste pour les détails de précision. Mais comme je vous l'ai dit, dans les centres de pharmacovigilance et à l'ANSM, ils doivent être mais largement débordés. Donc là, on a le nombre de cas grossesse par vaccin. Pfizer 56, AstraZeneca 11, Moderna 7. On ne sait pas trop quoi en faire vu qu'il n'y a pas de dénominateur, on ne sait pas combien de femmes ont été vaccinées. Pour Pfizer, on note plusieurs cas graves, 20 fausses couches du premier trimestre. Et peut-être c'est sous-déclaré. Si les femmes ne savent pas qu'elles étaient enceintes au moment où elles étaient vaccinées. Je me répète. Là, donc c'est toujours Pfizer. Donc la semaine dernière, il y a un mois, c'était Moderna. Là, on a une mort fœtale in utero à 7 mois de grossesse dans un contexte de rupture des membranes secondaires, très probablement à l'arrêt de la grossesse chez une femme dont on ne nous spécifie pas l'âge ni les antécédents. La mort fœtale est survenue 15 jours après la vaccination, alors que l'échographie était normale le jour de la vaccination. Donc là, vous avez la copie d'écran. Femme, première dose de Pfizer, 15 jours après la vaccination, rupture des membranes et diagnostic d'une MIU, mort intra-utérine. Échographie normale le jour de la vaccination. Hospitalisée pour un accouchement prématuré par césarienne. Ben oui, parce que comme le bébé était mort, ben ça donne une rupture des membranes et donc on décède. Enfin, on accouche d'un bébé décédé. Voilà. Parce que comme le bébé est décédé, il n'y a plus de vitalité dans l'utérus, il y a une rupture des membranes, accouchement prématuré. C'est comme ça que ça se passe. Alors la NSM, ils nous écrivent des grandes phrases. Copie d'écran. Les morts in utero surviennent pour 1 à 3 grossesses sur 1000. À ce jour, il s'agit du seul cas de mort intra-utérine avec Pfizer. Waouh! Le lien avec la vaccination ne peut donc être établi. Et est-ce qu'il peut être éventuellement évoqué? C'est une hypothèse. Cette affirmation, le lien ne peut donc être établie et gratuite, d'autant que la NSM est incapable de produire le nombre de femmes vaccinées. Est-ce qu'il y en a 100? Est-ce qu'il y en a 1000? Est-ce qu'il y en a 2000? Et est-ce qu'il y en a eu d'autres, des morts intra-utérines, où on ne savait pas qu'il y avait eu le vaccin? Je ne sais pas. Peut-être que toutes les accueils dans les services d'urgence ou les maternités devraient demander aux mères, quand elles arrivent, si elles ont été vaccinées dans les jours ou les mois qui précèdent. Puisqu'il y en a plein qui ont été vaccinés déjà en janvier, février, mars, dans les soignants. Et là, alors là, je l'ai écrit en rouge parce que quand même ça vaut le fait qu'on le mentionne. Le premier décès de bébé après la naissance. Le rapport stipule une allo-immunisation. Donc là, c'est quelque chose d'un peu technique, qui est plutôt très rare. Alors je vous en dis un mot. L'autre jour, j'étais pas très au fait parce que des fois, ça nécessite de relire un peu les cours, parce que c'était pas le plus fréquent de mon boulot d'urgentiste.
Donc, en 2 mots, il s'agit d'une réaction qui survient chez les mères de rhésus négatifs. Je vous ai mis un lien, vous irez regarder, le petit 2, qui sont AB ou O négatif ou AB négatif, du fait d'une incompatibilité rhésus avec le rhésus du bébé qui est positif. Donc quand on a un rhésus positif, ça veut dire qu'on a un antigène sur le globule rouge. Et si la mère elle a un rhésus négatif, généralement, comme stipulé dans l'article ci-dessous, il y a eu une grossesse précédente, complète, ou juste une fausse couche, suite à laquelle il n'y a pas eu d'injection de gamma-globuline anti-D, afin que la mère ne développe pas d'anticorps contre le rhésus positif. Donc là, c'est un peu technique. J'espère que c'est clair. S'agit-il, je pose des questions, s'agit-il d'une première ou d'une deuxième grossesse? Puisque dans le rapport, qui est juste là, vous avez la copie d'écran, on ne nous dit pas si c'est la première grossesse de la maman. Si c'est la première grossesse de la maman, en toute logique, ce n'est pas normal qu'elle fasse une allo-immunisation sur son bébé. À moins que ça soit lié au vaccin. Les antécédents de fausse couche chez la mère sont-ils connus? On ne nous en parle pas. Quel est le rhésus du papa? Et j'aurais dû rajouter du bébé, puisqu'ils ont dû tester le rhésus du bébé aussi. Est-ce, j'ai oublié, est-ce la vaccination qui a causé l'allo-immunisation 5 jours après l'injection, ou l'allo-immunisation est-elle existante avant l'injection? On a besoin d'avoir ces précisions. Est-ce le vaccin qui a entraîné le passage d'hématies, de globules rouges, fétales, à travers le placenta, par mécanisme hémorragique ou thrombotique, puisque vous avez vu qu'il y a des thromboses placentaires, et que peut-être ça abîme la barrière fœto-placentaire, qui normalement sépare la circulation maternelle et fétale. Donc là, vous avez la copie d'écran qui vous dit femme, on ne sait pas son âge, on ne sait pas ses antécédents, on ne sait pas si c'est sa première grossesse. Avec allo-immunisation, anti-JK2 et RH2. Je vous passe les détails d'immunologie parce que c'est quand même foutrement compliqué, mais bon, j'ai bien lu. Première dose, prise en charge aux urgences 5 jours post-vaccination. Pour un accouchement par césarienne prématurément à 33 semaines. Du fait d'une allo-immunisation sévère, puisque avec anémie hémolytique, puisque en fait la maman elle développe des anticorps contre les globules rouges qui sont positifs, et du coup ça casse les globules rouges si vous voulez. Ça fait une hémolyse et du coup ça fait une grosse anémie. Il manque des globules rouges. Donc le bébé il a plus d'oxygène, puisque c'est les globules rouges qui amènent l'oxygène au tissu. On a un enfant né avec une maladie hémolytique, une souffrance anoxique néonatale et une défaillance multiviscérale. Et on a décès du nouveau-né. Alors, la NSM écrit « Il n'y a pas d'autres cas de ce type dans les bases nationales et mondiales de pharmacovigilance avec les vaccins Covid-19. » C'est peut-être Denis qui est en train de vous le montrer, le premier cas. Ni avec d'autres vaccins. Ben oui, comme on l'a vu, en théorie, les femmes, elles n'avaient pas de vaccination quand elles étaient enceintes. Donc franchement, on joue avec le feu, comme on dit. À ce jour, ce cas unique ne permet pas de conclure quant au rôle du vaccin. Est-ce qu'on peut au moins l'envisager? Est-ce que cela permet de conclure à l'innocuité du vaccin? Quelle est la raison de l'immunisation? Voilà les questions que je pose sur ce cas. Vous pouvez couper ma vidéo sur ça, rien que ça, si vous voulez, et la balancer sur les réseaux. Tout ça, comme je vous l'ai dit, les vidéos, elles vous appartiennent. Vous êtes des pros de l'Internet, moi j'y passe du temps aussi, mais vous pouvez m'aider à relayer les informations, en partageant, en envoyant à qui vous voulez. À la NSM, à vos directeurs d'ARS, à vos directeurs d'hôpitaux, à vos chefs de service de gynécologie, à vos cadres de sage-femme. Et si vous êtes sage-femme dans un hôpital et que vous êtes un poil éveillé ou gynécologue un poil éveillé, parce qu'il y a des gens qui m'ont contacté en infra, relayez-leur cette vidéo et vous leur dites « Est-ce qu'on peut en débattre dans le service ?» Là, toujours, 2 embolies pulmonaires. Une femme sans antécédent a une embolie pulmonaire bilatérale 4 jours après l'injection. D'accord? C'est normal, je ne suis pas sûr. Femme 30-35 ans, sans antécédent notoire,
Première dose à 22 semaines. Sensation de malaise avec perte de connaissance. Waouh! Et une dyspnée d'apparition brutale 4 jours après le vaccin. Moi, j'aurais 30-35 ans, j'aurais une grossesse. Ce genre d'information, ça me ferait réfléchir à 2 fois. Angioscanner, embolie pulmonaire tronculaire bilatérale, avec retentissement cardiaque sur les cavités droites. C'est une embolie pulmonaire très grave, puisque ça a un retentissement sur le cœur, en amont des artères pulmonaires. Ça veut dire que les 2 artères pulmonaires sont bouchées. Et si ça s'aggrave un peu plus, on décède, parce qu'on n'a plus d'oxygène qui arrive. L'oxygénation du sang ne peut plus se faire. Donc, une femme il y a dû y avoir marqué, je sais pas pourquoi j'ai marqué ça. L'embolie pulmonaire survient, ah ben là, c'est le 2e cas. Femme 30-35 ans, obèse et alitée. Donc c'est le 2e cas d'embolie pulmonaire. Une femme, certes obèse et alitée, ce sont des facteurs de risque, certes, on ne peut pas le nier. L'embolie pulmonaire survient le jour de la vaccination. Et de plus, une bradycardie, ralentissement du rythme cardiaque fœtal survient nécessitant un accouchement prématuré par césarienne. Là, vous avez les liens. Bon, je vous les montre vite fait. Ça m'arrête dans la présentation, mais... Donc ça, c'est le lien sur alloimmunisation fœtale maternelle résus grave à propos d'un cas, si vous voulez aller lire la physiopathologie sur les alloimmunisations. Et ça, c'est un très beau lien sur le Jussieu qui vous parle du système ABO, du groupe sanguin et résus. D'accord ? Voilà. On revient à nos petits oignons. Donc une femme de 30 ans, là on a la copie d'écran, femme 30-35 ans, obèse et alitée, prise en charge aux urgences, embolie pulmonaire segmentaire, le lendemain de vaccination. Accouchement prématuré, par césarienne, du fait d'une bradycardie fœtale, et oui, la maman, elle a plus d'oxygène parce qu'elle a fait une embolie pulmonaire. Possiblement, c'est un retentissement très grave sur le bébé dans l'utérus, puisque la maman, avec son embolie pulmonaire, elle a une hypoxie, et donc, il faut sortir le bébé en urgence. Voilà. Alors, la NSM nous écrit, toujours entre guillemets, les modifications de la coagulation pendant la grossesse augmentent le risque thromboembolique, notamment en fin de grossesse et en période de postpartum. Une étude de 4 témoins a montré que par rapport aux femmes non enceintes, le risque thromboembolique était multiplié par 5 pendant la grossesse. Hop, on va le mettre en italique. Et par 60 au cours des 3 premiers mois suivant la naissance. Bon, ben oui, on savait que les femmes enceintes, elles avaient un risque. Et bon, à ce moment-là, on ne fait plus de bébés, si on les écoute. C'est pour rigoler. Hein. 3 femmes avec contraction utérine. Donc, moi, je pose une question. Est-ce que c'est des débuts de menaces d'accouchement prématuré ? Il y en a une, ça survient 7 heures après l'injection. Il y en a une, on nous dit, c'est la nuit suivant l'injection. Il y en a une, on nous dit, dans la soirée suivant l'injection. Bon, ok. Là, on a un cas grave, très exceptionnel dans la médecine. Un cas grave neurologique avec myélinose centropontique. Et quand on clique sur le lien que je vous ai mis là, hop, vous pourrez aller lire ce que c'est qu'une myélinose centropontique et extrapontique. C'est des choses absolument exceptionnelles en médecine. Donc cette maman, myélinose centropontique, dans les formes sévères, une paralysie pseudobulbaire peut être observée et être associée à une dysphagie, une dysarthrie, parce que vous avez une paralysie des nerfs crâniens, une tétraparésie, ça veut dire que vous avez les 4 membres paralysés, ou un tableau de Lockheed syndrome, c'est-à-dire que vous êtes un légume, excusez-moi du mot un peu fort. Donc, à 25-30 ans, 35 semaines d'aménorrhée, première dose de vaccin, hospitalisée pour vision floue, on ne sait pas si elle a des antécédents, hein, bien sûr on ne nous le dit pas, céphalée, acouphène, phosphène, 14 jours après la vaccination, IRM cérébral, œdème cytotoxique, syndrome du leucoencéphalopathie postérieure réversible, myélinose centropontique. Voilà, je vous passe les détails un peu techniques, j'en avais parlé la dernière fois.
Pour AstraZeneca, on note plusieurs cas graves, 7 fausses couches, toutes survenues après première dose et une grossesse extra-utérine. Les délais entre l'injection et la survenue des fausses couches ne sont pas spécifiés. D'accord? Ça, c'est ma remarque. Pour Moderna, on note plusieurs cas graves. 2 morts intra-utérines qui se surajoutent à celles du rapport précédent. On y va. Chez une femme de 25-30 ans, sans antécédent, l'injection a eu lieu à 24 semaines. Il n'est pas mentionné la date de la mort. De la mort intra-utérine. On est d'accord. Comme dans le rapport précédent, il est mentionné infarctus multiple du placenta. Chez une femme de 30-35 ans, ses antécédents ne sont pas spécifiés. La mort intra-utérine est survenue 11 jours après la vaccination. Voilà, donc là vous avez les copies d'écran. C'est en plus sur le rapport PDF, c'est en noir flouté, grisé. Voilà. Mort intra-utérine, infarctus du placenta, 25-30 ans. Vous voyez, c'est pas détaillé. Peut-être qu'ils n'ont pas toutes les informations cliniques aussi. Hein. Femme de 30-35 ans, mort intra-utérine, 11 jours après la vaccination. Voilà. En conclusion, les événements thromboemboliques sont nombreux et surviennent après vaccination. On en conviendra. L'imputabilité chronologique est importante, voire indispensable à prendre en compte. On ne peut établir de ratio de fréquence étant donné que la NSM et notre gouvernement de santé publique, nos hôpitaux publics, sont dans l'impossibilité, la NSM est dans l'impossibilité, l'incapacité de produire le nombre de femmes vaccinées, ce qui montre l'aberration d'un système de santé. La moindre des choses avant de vacciner des femmes, mais là on est bien trop tard dans tout ce qui s'est passé, serait de leur faire des tests de grossesse pour s'assurer qu'elles ne sont pas enceintes. Donc au total, on a 4 morts in utero. On pourrait mettre un S. Un décès après naissance. Un accouchement prématuré avec thrombose du cordon ombilical. Un cas grave neurologique avec œdème cérébral. 3 embolies pulmonaires graves, on va rajouter. Et d'après la NSM, il n'y a pas de signal retenu à ce jour avec la vaccination chez les femmes enceintes. Mais certains effets indésirables, tels que les effets thromboemboliques, les morts in utero et les cas de contraction utérine, sont à surveiller. Waouh! Eh bien moi je vous redis, il est grand temps d'activer le principe de précaution, de revenir à des choses très simples qui prévalaient jusqu'à maintenant, c'est-à-dire ceci. Vaccin plus grossesse égale interdit. Et merci de partager, d'envoyer ça à toutes les femmes qui sont en âge de procréer, à toutes les femmes enceintes qui ne se sont pas encore faites vacciner, à toutes les jeunes filles, à toutes les mamans, à toutes les grand-mères, pour que vous puissiez protéger la vie. Je fais mon boulot de médecin, comme le docteur Ox au Luxembourg, qui risque 1 an de suspension pour avoir traité des patients avec des antibiotiques, et qui dit très justement, comme moi, nous sommes là pour protéger la vie, empêcher la mort. C'est ce que j'ai fait toute ma vie en tant qu'urgentiste et que je continue à faire ici en tant que, on va dire, réinformateur. Après, une fois que les femmes enceintes seront clairement au fait de ces risques, eh bien, elles sont libres, elles sont bien sûr libres de se faire vacciner ou pas. Mais la moindre des choses, c'est que nos médias classiques relayent cette information. Voilà, merci de m'avoir écouté encore. Et ça fait 2-3 vidéos que je vous enchaîne. Mais j'ai passé du temps pour les compiler, ces rapports de la NSM, pour être le plus synthétique possible. Que l'AFP ne me tape pas dessus encore, parce qu'ils sont très forts pour aller chercher le petit truc qui fait mal, alors que derrière, il y a des choses qui font beaucoup plus mal, et que nos grands dirigeants feraient mieux de réagir, mais à mon sens, c'est trop tard pour eux. Un jour, la justice fera son boulot. Voilà.
Restons positifs. Merci pour vos soutiens et tous vos cœurs. Voilà. Et envoyez ça sur tous les réseaux. Tous les réseaux. Et vous pouvez aussi imprimer. Alors celui-là, je vous le mettrai aussi en ligne parce que j'ai pas eu le temps. Mais dès que je les aurai, vous pouvez les imprimer et vous les envoyer au Conseil de l'Ordre, au chef de service, au président de CMED CHU. Je comprends pas qu'il n'y en ait pas un qui dise les choses parce que on a des alertes gravissimes. Voilà, merci de m'avoir écouté. À bientôt. Et pour ceux qui sont dans le coin, je vais à 17h au Vence parler de tout ça et rencontrer les gens dans le réel parce que c'est mieux qu'en numérique. Il paraît que l'image numérique c'est important.